Alors, moi, je vais vous parler de nouvelle gestion publique et de gouvernance. On a eu quelques mots là-dessus. Avant de commencer, bien, on va juste poser la question, pourquoi on parle de ça? Ça a l'air un peu abstrait, là, ces mots-là. Comme Philippe l'a très bien dit, l'austérité, et d'ailleurs aussi Serge? René, excuse-moi. Moi puis les noms. L'austérité, oui, à la base, c'est une politique de contrôle, de rigueur et de compression budgétaire dont le but, c'est d'équilibrer les dépenses, puis qu'il y ait moins de dépenses et de payer la dette. Mais l'austérité fait aussi partie d'un mouvement plus large qui contribue à réformer, à transformer l'État et donc de revoir comment que son rapport aux citoyens et aux citoyennes. Et c'est un peu plus là-dessus que je vais m'attarder à l'instant. C'est-à-dire, sur quelle idée ça s'appuie l'austérité? Quelle ligne ça suit? C'est quoi la logique derrière cela? C'est très simple. On commence à esquisser la chose. Jamais un gouvernement qui fait des compressions budgétaires va vous dire « c'est vrai, les services vont être affectés, il y en aura moins ». Ce serait un suicide politique. Et dans une certaine mesure, je crois qu'ils sont même convaincus que les services ne sont pas affectés. Je crois qu'ils sont même convaincus que ils sont là pour donner des services publics. C'est le rôle de l'État de donner des services, c'est-à-dire l'éducation gratuite, accessible pour tous et toutes, jusqu'à accessible, universelle, de la santé, gratuitement pour tous et toutes jusqu'à la fin de notre vie, la promotion, protection, diffusion de la culture, la protection de l'environnement, des lois, des organismes pour protéger les travailleurs et les travailleuses, pour faciliter aussi, pour protéger le syndicalisme aussi un peu, puis l'aider. Nommez-en d'autres, il y en a les régimes de retraite, certainement. Tout ça fait partie de ce qu'on peut appeler les services publics qui sont là pour donner à la population une base, pas pour juste survivre, mais bien pour vivre, pour être heureuse, pour être émancipée, pour avoir une vie, pour être heureux, pour le bonheur, disons ça simplement. Et aujourd'hui, nos leaders politiques sont convaincus qu'ils travaillent pour ça. Mais comment que, si on coupe dans les dépenses, on donne des services? Bien, c'est en les reformant. C'est en menant des réformes qui vont transformer comment ils sont gérés, comment ils sont donnés, notre rapport à ceux-ci. Et ça s'appelle précisément la nouvelle gestion publique, puis c'est ça que je vais vous parler à l'instant. Nouvelle gestion publique, c'est un mot qu'on entend plus dans les années 2000. C'est un mot qu'on n'entend pas vraiment dans les médias, mais on peut plus peut-être entendre le mot gouvernance aussi. C'est pas mal, pour faire ça simple aujourd'hui, on va prendre ça comme des synonymes. C'est bien comme ça. D'ailleurs, moi, je m'inspire largement d'un petit livre, on revient toujours au maître, de Alain Deneau, qui s'appelle juste Gouvernance, le management totalitaire, publié chez Lux. Excellente lecture, je vous la recommande. Et comment s'introduire au monde de la nouvelle gestion publique ou de la gouvernance? Bien, j'ai comme fait une petite liste de petits mots qu'on entend souvent, puis qui sont très représentatifs de cette nouvelle manière de faire de la politique. L'efficacité, l'urgence d'agir, le leadership, le courage, la nécessité, l'optimisation des ressources, les vraies affaires, la satisfaction des clients et des clientes, la réingénierie. En 2003, Jean Charest sortait son grand projet de réingénierie de l'État. C'est exactement ça. La saine gouvernance, ça, c'est aller voir n'importe quel site d'une institution d'État, comme un hôpital. Vous allez toujours avoir le plage saine gouvernance, comment être une bonne gouvernance. On va revenir à ça bientôt. La reddition de comptes aussi, la qualité, faire des efforts, la juste part, ou le plus drôle, la nouvelle gestion publique, la gouvernance, c'est au-delà de l'idéologie. Ça, c'est assez cocasse. Bon. Alors, moi, mon but, c'est les 15-20 prochaines minutes, c'est de vous donner une vision d'ensemble des transformations qui affectent les services publics au Québec. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas de détailler des exemples concrets dans tout, mais vraiment de donner une espèce d'aperçu de quel est le mouvement derrière, quelle est la rationalité, la logique qui anime l'austérité et donc, corollairement, la réforme et transformation des services publics. Autrement dit, pourquoi on devrait vraiment s'inquiéter, non seulement à court terme pour la précarisation de conditions d'existence, mais aussi à long terme, les services publics, ça va être de pire en pire. Et on dirait que si rien n'est fait dans 4 ans, bien, il n'y aura juste plus, par exemple, de système de santé publique. C'est genre, pourquoi on se dirige vers ça? Alors, j'espère vous donner à l'instant, commencer ça, d'en parler. Alors, j'ai brièvement défini les services publics, puis je vais rajouter à ça les services publics, comme on les confie, donc on les conçoit, c'est-à-dire universels,
égalitaires, c'est une question de justice sociale, sont accessibles pour tous et pour toutes, indépendamment de nos ressources financières, de notre origine, de nos opinions, bref, tout le monde y a droit à la population. C'est parti, bien entendu, de l'idée de l'État-providence, c'est-à-dire l'État prend la charge de gérer les services, de les financer adéquatement et de les donner. Puis il y a une logique intelligente. C'est intelligent. Pourquoi? Parce que si c'était des services, c'était des entreprises privées qui nous donnaient ces services-là, les entreprises privées, leur but, c'est d'être rentable, c'est de faire du profit, c'est de faire du cash. Là-dedans, nécessairement va arriver un moment où, entre le service public et l'entreprise privée, il y a une contradiction. Comment on peut faire du profit sur des soins palliatifs pour du monde qui souffre du cancer? Comment être profitable quand on finance l'éducation postdoctorale d'un chercheur ou d'une chercheuse? C'est des choses qui sont en contradiction. Le fait que l'État s'occupe de donner ces services-là, la logique économique, c'est qu'en fait, il n'y a pas un souci de profit, il y a un souci d'égalité, de justice, c'est que tout le monde a une chance égale, donc d'avoir une vie heureuse, d'avoir le bonheur, d'être émancipé. C'est précisément ça l'idée de la logique. Et pour faire un petit peu de théorie rapidement, à ça, pour gérer les services, on a ce qui s'appelle le modèle beveridgien, qui vient de Beveridge, un économiste anglais, et qui est donc un des premiers à théoriser le fait que c'est l'État qui doit prendre les services et donner à la population pour leur donner un set suffisant d'acquis sociaux, de services sur lesquels tout le monde est à une base égale, tout le monde est heureux et heureuse, et ainsi de suite. Bref. À ça, aujourd'hui, on a un truc qui se nomme la nouvelle gestion publique / la gouvernance, et qui s'inspire du néolibéralisme et du néo-management. On va en parler plus tard avec Fanny de ces idées-là. Je vais rapidement la définir comme étant le néolibéralisme comme une idéologie où tout a une valeur quantifiable. Et donc, tout peut être mesuré, calculé, optimisé, contrôlé. On va résumer ça grossièrement comme ça. Qu'est-ce que c'est donc la nouvelle gestion publique? C'est une théorie de la gestion saine des services publics et qui s'oppose fondamentalement à l'idée de l'État-providence. Premièrement, un service public, selon la nouvelle gestion publique, je vais vous dire NGP pour raccourcir. Service public, service privé, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ce sont des agents qui vendent des services. Bien entendu, à qui? Pas une population, à des clients. On n'est pas des citoyens, on est des clients et des clientes maintenant. Je vous apprends ça aujourd'hui. Et le but de la nouvelle gestion publique, ce n'est pas que les gens soient émancipés, c'est que les clients et clientes soient satisfaits des services qui sont donnés. Et comment donc être satisfait? Bien, c'est en offrant des services qui sont bien gérés, en vendant des services qui sont bien administrés. Donc, c'est tout un souci que le service soit bien géré, que l'argent soit bien investi pour que tout fonctionne bien. C'est extrêmement à court terme et le but au final, c'est qu'on soit satisfait là-dedans, bref, qu'on sente que nos taxes aient payé des bonnes affaires. Pour résumer, donc, la NGP critique chez État-providence son manque de rigueur, son manque de contrôle des dépenses, parce que tout est intégré par l'État et l'État a de la misère à gérer, à payer tout, à contrôler ses dépenses. Par exemple, je prends beaucoup d'exemples de la santé, c'est un domaine que je connais bien, parce qu'on a beaucoup fait d'éducation, mais je veux d'autres perspectives. Par exemple, la population vieillit, les coûts vont exploser, vite, il faut se tourner vers le privé pour faire face aux prix qui vont exploser. C'est un exemple qu'on entend. Ça, juste par hasard, c'est faux. Le système de santé, depuis 1975, c'est le secteur des services publics qui a le moins augmenté. Les augmentations des coûts sont tout à fait proportionnelles depuis 35 ans. C'est l'affaire qui a augmenté le moins. Et pourtant, on nous dit que tout va exploser bientôt, donc il faut arriver au privé. Ça n'a aucun sens. La NGP critique chez État-providence sa lourdeur et son inefficacité. Il y a plein d'employés, il y a plein de fonctionnaires, ils sont tous syndiqués, puis après ça, ça se perd dans les méandres de l'administration, puis la bureaucratie. C'est inefficace. Il faut vite s'inspirer du privé pour donner plus de vivacité, pour que ça fonctionne mieux. En fait, c'est quelque chose, c'est même les employés, parce qu'ils sont syndiqués, sont irresponsables. C'est moribond comme système. Il faut injecter du sang neuf là-dedans. Moi, ça me fait penser quand le ministre Barrette nous disait que les médecins travaillaient à temps partiel, il fallait les châtier, il fallait les faire payer, réduire leur salaire s'ils ne travaillaient pas comme des machines à avoir des consultations à 10 minutes pour remplir des quotas. C'est exactement ça l'idée. En contrepartie, donc, la nouvelle gestion publique va promouvoir la rentabilité, l'efficacité et la responsabilité.
C'est vraiment des beaux buzzwords qui ne veulent rien dire, mais pour eux, ça a beaucoup de sens. Concrètement, ça se manifeste comment? Premièrement, par la privatisation des services publics. C'est-à-dire, après ça se manifeste aussi par des politiques de rigueur budgétaire, et l'austérité, et finalement, des réformes des administrations des services publics inspirées de l'entreprise privée. Dans un instant, je vais vous dire pourquoi, mais avant ça, je vais donner un exemple paradigmatique de ces 3 points-là. Dans les hôpitaux et les centres hospitaliers, il y a un truc qui commence à s'implanter qui s'appelle le lean. Est-ce que les gens connaissent un peu ici le lean? Le lean, c'est pas mal le mal absolu en santé. Vous me permettrez mon euphémisme, mais j'exagère à peine. Qu'est-ce que c'est que le lean? C'est une méthode inspirée des usines d'assemblage de voitures Toyota au Japon. Et le but, c'est de chronométrer à la seconde près toutes les opérations médicales que le corps professionnel médical doit faire afin que le temps de travail des professionnels de la santé soit rentable au maximum et optimisé à l'extrême. Pour faire ça, et on se dit, ben on va geler les embauches, mais on va imposer ça. Fait que c'est pas grave s'il y a moins d'infirmières sur le plancher parce qu'ils vont en faire plus. C'est génial, c'est magique. Pour que ça fonctionne, on augmente la dépense pour engager plus de cadres et d'administration. Fait que toute une gang de sycophantes puis de sangsues de gestionnaires qui vont être derrière avec des rapports pour mesurer constamment comment ils travaillent bien puis qu'ils font ce qu'on leur demande. Pendant ce temps-là, les employés sont soumis à une pression incroyable pour travailler. Fait qu'au CHUM, on augmente une explosion des cas de congés de maladie, d'absentéisme, de problèmes musculaires, squelettiques, de dépression, de suicide. C'est juste des problèmes de réclamation, bien sûr, aux assurances. Et les syndicats explosent avec les cadres. Alors donc, puis bien entendu, on fait appel à des firmes privées pour implanter ça. Puis au final, on gèle des embauches, mais les coûts augmentent davantage parce qu'on veut que les infirmières travaillent comme si dans une usine à chaîne. Fait que privatisation des services, le recours à des firmes privées, mais aussi, surtout, on voit comment qu'une réforme, puis c'est là-dessus que la NGP se place, une réforme du travail et de leur administration, comme les entreprises privées et les employés sont vus comme des espèces de sangsues qui sont là pour leur propre intérêt. On les met au pas, on veut les faire travailler. Il faut que les ressources humaines soient optimisées à l'extrême. Ça, c'est en santé, le lean. Allez pas au CHUM. Pourquoi, maintenant, on implante ça? La première raison, pourquoi on vante tant le modèle du privé, c'est qu'on dit que le privé contrôle mieux ses dépenses. Pourquoi? Parce que quand je veux faire, comme j'ai dit tantôt, du profit. Il cherche à être rentable et à faire du profit. Et mieux encore, le profit dégagé par la recherche de la rentabilité va donner une plus-value, un excès de value, un excès de capitaux, qui va pouvoir être réinvesti dans la production. Et ça va augmenter encore davantage la productivité. Donc, une espèce de pensée magique qui se dit ici que en recherchant donc la rentabilité, bien là, le service public va mieux produire, puis cet excès-là, ça va rendre encore mieux le service public, et c'est génial. Une autre raison, c'est qu'au sein du privé, la compétition, il y a plusieurs entreprises qui se compétitionnent pour offrir vendre le meilleur bien, le meilleur service. Alors, la compétition force le privé à toujours innover pour être gagnante dans la compétition. Et c'est quelque chose qui peut être repris et réintégré au sein de l'espace public. Donc, la NGP, on peut la comprendre comme si elle instaure une certaine forme de compétition à travers les organismes et les agences, les institutions d'État et les différents services publics. Par exemple, justement, le Lean, c'est précisément ça. Chaque personne est comme mis en compétition avec les autres pour travailler le plus possible. Et donc, on se dit, bien, grâce à ça, les institutions vont surveiller leurs prix. Et comme ça dit tantôt, quand on fait la décentralisation, chaque institution va donc être responsable de ses finances. Donc, une sorte de quasi-compétition entre les institutions et les différentes agences pour que tout le monde réussisse à être rentable, puis plus efficace, plus productif. Et finalement, une troisième raison pourquoi on s'inspire tant du privé, c'est que le privé, c'est quelque chose de responsable. Eux, ils savent comment ça fonctionne. Ils sont des experts, des expertes. Ils ont pensé à leur affaire. Ils font de l'argent. Écoutez-les, ils font de l'argent. C'est des personnes d'affaires. Ils font des affaires. Là, ils savent comment ça fonctionne. Il faut donc s'inspirer d'eux pour intégrer ça dans le public. Et c'est pour ça aussi qu'on s'inspire d'eux pour nous dire, bien, les employés de l'État, c'est juste de la ressource, travailler. Comme disait Lucien Bouchard en 1996, l'un des premiers instigateurs, comme un des premiers visages de la néolibéralisation et de l'austérité au Québec. 1996, qu'est-ce que M. Bouchard amène? Le virage ambulatoire. Le but était donc que les gens qui étaient malades mais un peu autonomes restent chez eux et reçoivent des soins à domicile. C'était une catastrophe qui a juste fait exploser les coûts et augmenter les files d'attente. Ça n'a pas servi à grand-chose à part
mettre la pression sur les employés et forcer des gens à payer des services de santé privés parce que c'était mal géré et mal administré. Maintenant, donc, c'est quoi les effets d'une politique inspirée de la nouvelle gestion publique ou de la saine gouvernance? On nous vante donc que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles grâce au privé. Excusez-moi, j'ai très soif. Donc, tout va aller pour le meilleur des mondes dans le monde inspiré par le privé. Les choses vont être plus efficaces, ça va coûter moins cher parce que puis bref, tout va être full cool. Ben non, c'est pas aussi vrai que ça. Parce que premièrement, il n'y a aucune étude jusqu'à date qui a réussi à prouver, que ce soit en santé, en éducation ou en d'autres domaines, mais surtout ces deux-là, c'est les plus documentés puis qu'on connaît le mieux. Il n'y a aucune étude qui démontre que la privatisation, que ce soit qu'on met du privé directement ou qu'on privatise par derrière avec des réformes de travail, il n'y a aucune étude qui démontre que ça augmente l'efficacité. Il n'y a aucune étude que ça augmente l'efficacité ou alors les quelques résultats qui iraient vers là sont absolument négligeables. Il n'y a aucune étude non plus qui dit que les services sont d'une meilleure qualité. Mais c'est bien prouvé qu'il y a une réduction de l'accessibilité aux services. C'est là qu'on nous sort l'espèce de truc bizarre sur l'utilisateur payeur. Puis ça, ça fait aucun sens. Ça nous dit sur la juste part que les gens qui font appel les services payent. C'est une forme de double taxation par le biais des taxes et des impôts. Nous finançons déjà les filets sociaux, les organismes d'État, les institutions publiques. Bref, pourquoi mettre une deuxième forme de taxation? C'est comme si je payais pour aller manger dans un restaurant. C'est une privatisation des services publics. Un autre effet, c'est l'augmentation démesurée des pouvoirs des gestionnaires. On avait parlé tantôt de décentralisation, mais ça fait en sorte, en fait, que, paradoxalement, les institutions décentralisées vont de plus en plus faire appel avec des gestionnaires, des cadres, des patrons, des gens qui sont censés appliquer des réformes, de restructurer le travail. Et ça leur donne un pouvoir démesuré qui va vraiment, ça j'ai pas peur de dire, vraiment à l'encontre des intérêts et de la condition du travail, travailleurs et travailleuses. Par exemple, en santé, mais dans tous les milieux. Et ces gens-là se disent des possédeurs d'une science éclairée de la saine gestion. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils rendent la vie des travailleurs et travailleuses misérable, alors que puis les personnes qui reçoivent les services, comme on a parlé tantôt, il y a une réduction de leur accessibilité et une réduction même quasiment de leur qualité dans certains cas. Il y a aussi, bien entendu, il y a une perte d'autonomie et d'expertise en dépendant du privé. Un exemple de ça au CHUM, c'est un partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on a demandé à un consortium privé de le construire pour nous, puis qu'après ça, on va le louer pendant 30 ans. Ça l'a fait augmenter les coûts de quasiment 4000 % des coûts prévus. C'est une vraie histoire d'horreur au niveau du CHUM à Montréal, du CUSM aussi, l'équivalent pour McGill. Et c'est une perte d'expertise. C'est pourquoi on ne fait pas appel au pouvoir public pour construire cette chose-là. Alors qu'à long terme, en privatisant, on devient encore plus dépendant du privé parce qu'on perd un certain savoir-faire que le public avait. Et bien entendu, l'application de la nouvelle gestion publique ou de la saine gouvernance, ça amène des conflits de travail massifs entre les travailleurs et travailleuses versus les gestionnaires. Et les syndicats là-dedans sont pris là-dedans. Et on ne sera pas d'illusion pour la nouvelle gestion publique. Le syndicalisme, c'est Satan, c'est le mal en soi. Là. Fait qu'il y a vraiment avec tout ça, ces effets-là, mon but, c'est d'illustrer à quel point que les leaders politiques qui appliquent donc ce genre de politique-là pour administrer notre service public, c'est vraiment un saccage qui se passe et c'est une privatisation complète qui se passe. Autant qu'on intègre du privé directement par plusieurs manières que vous connaissez sans doute, autant ou alors qu'on coupe ou alors qu'on privatise de derrière pour optimiser. C'est pas de la gestion, c'est vraiment de la privatisation qui se passe. Cela dit, l'effet le plus insidieux, le plus pervers de la nouvelle gestion publique, je vais terminer là-dessus, c'est que ça abrutit les gens. J'avais utilisé un gros mot, là, mais je n'ai pas peur de l'utiliser. C'est une forme d'aliénation. Et dans quelle mesure la nouvelle gestion publique, c'est une vision en théorie de la gestion, mais qui est basée sur très, très peu de fondements scientifiques. Il y a quelques études, la critique plutôt que la corrobore. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus?
c'est une nouvelle gestion publique, enfin, les mots que j'ai tantôt, là, saine gestion, leadership, du courage, ça réfère à strictement rien. C'est vide de sens. C'est brumeux, là. Ça s'effondre vite quand on soumet ça à la critique. Malgré tous les discours des leaders politiques qui martèlent sans arrêt, ça nous dépossède de nos moyens de critiquer ça. Ça nous prend, je vais le dire, là, ça nous prend pour des idiots, ça nous abrutit. C'est comme on nous dit, on sait ce qu'on doit, on sait ce qui est bon pour vous et voici ce qu'on va faire pour vous. En recourant à tel point à une gang d'experts et d'expertes ou des économistes qui ont une science éclairée pour tout ce qui se passe, en employant ce langage creux-là qui ne veut pas dire grand-chose, on nous enlève la légitimité, on nous enlève les moyens, on nous dénie le pouvoir politique d'avoir une influence sur nos services publics, sur la politique, d'avoir une influence positive, de nous faire réellement entendre. Fait que souvent, dans la nouvelle gestion publique, on vante l'importance de la transparence, du dialogue, de la délibération. Fine, on va créer des espèces de comités, de rencontres, de discussions, des petits panels, des séminaires. Nous, à l'ASA, on a été invités récemment à aller rencontrer les gens qui appliquent le rapport Demers, justement. On sait très bien c'est quoi l'issue de cette rencontre-là. On ne pense pas vraiment y aller parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que vous aimez puis qu'est-ce que vous aimez moins. Ça sert uniquement à diluer notre critique, à diluer notre propos puis à diluer nos moyens d'action là-dessus. Et de la même manière, dans le monde de la gestion publique, on nous sort l'argument de la dette, on nous sort l'argument de l'équité ingéntionnelle ou de la juste part. Ces arguments-là, c'est très facile de les critiquer parce qu'ils sont fondés sur des mensonges, ils sont fondés sur des sophismes. Ils ne tiennent pas, ces arguments-là. Par exemple, au niveau de la dette, dans l'OCDE, la moyenne de la dette des pays membres de l'OCDE, c'est 51 %. Celle du Québec est à 48 ou 49 %. Ce 2-3 % -là, c'est massif, la distinction. La dette, on n'est pas non plus au crochet des agences de notation de crédit. Ce n'est pas eux qui vont décider de l'avenir du Québec. C'est un mensonge. De même manière, de se dire qu'il faut faire des efforts tout de suite pour plus tard. C'est complètement délirant de penser que parce que ça va mal tout de suite, puis pour pas que ça aille mal plus tard, ben, il faut tout couper tout de suite, puis comme ça, peut-être plus tard, ça ira mieux. C'est illogique, ça ne repose sur aucune logique, pourtant c'est ça qu'on nous dit. Et ce que j'essaie de montrer ici. Ou alors, excusez-moi, je parle un peu vite là. Ou alors, par exemple, les enjeux économiques, administratifs, politiques. En effet, oui, c'est complexe. Mais ce n'est pas parce que c'est complexe que nous, on ne peut pas en parler. Ce n'est pas parce que c'est complexe qu'on n'est pas assez intelligent ou intelligente pour les aborder, pour avoir une influence, un discours là-dessus. Pourtant, dans le monde de la nouvelle gestion publique, la saine gouvernance, on se fait enlever ce pouvoir et ce droit d'intervention, ce droit de participer à la politique. En fait, tout est fait pour nous séduire et pour nous tromper que c'est ça la seule alternative, que c'est ça le monde. Est-ce que le monde se résume à des rapports marchands entre les êtres humains, à ce qu'on achète ou on vend des services? J'en doute fort. Pourtant, c'est ça qu'on tente de nous faire rentrer dans la tête. Et moindrement par la suite, qu'on sort dans la rue pour protester, bien là, c'est la police qu'on rencontre qui nous le rappelle leur fameuse vérité. C'est son histoire. Mais bref, vraiment, mon but, là, c'est vraiment je vais terminer là-dessus, l'emphase là-dessus. Le monde de la nouvelle gestion publique, ce qui anime nos leaders politiques, ce qui donne le sens à leur discours, à leurs réformes, ce qui donne le sens aux politiques d'austérité, c'est qu'ils ne veulent pas nous voir faire de la politique. Ils ne veulent pas nous voir participer à l'exercice de la politique. On nous enlève le droit, on nous enlève le pouvoir, on nous enlève la légitimité de participer, d'exercer notre pouvoir politique. Ça nous abrutit, ça nous confie à des purs choix de consommation. Et je pense qu'on mérite mieux que ça. Merci beaucoup.